Donc qu'est-ce que c'est un shader? Très vite dit, je ne vais pas repasser beaucoup de temps là-dessus, c'est en gros le fait de pouvoir exécuter un programme sur la carte graphique. Voilà, très vite dit, c'est ça. À l'origine, ça a surtout servi à personnaliser les rendus, parce que de base, quand vous faisiez de la 3D pendant longtemps, c'était ça, c'est-à-dire que vous aviez un rendu avec un pipeline classique, et puis ça donnait des images de ce genre. Donc c'est pas très beau au standard actuel. Et ce qu'on avait montré, c'était qu'avec un maximum de shaders par-dessus, on pouvait arriver à ça, ce genre de choses. Donc c'est beaucoup mieux, et on peut avoir des ombres en temps réel, on pouvait mettre du post-processing, comme l'espèce d'effet d'ombre là qu'il y a derrière les objets, c'est juste un post-processing de décaler l'image depuis le soleil. Enfin, des choses comme ça. Donc ça c'est super, donc ça permettait de... C'est pour ça que maintenant il y a beaucoup de jeux qui sortent, qui sont beaucoup plus personnalisés, il y a qui sont orientés par exemple Toon Shader, on peut personnaliser le rendu beaucoup plus, les jeux ils ont je ne vais pas dire plus d'âme, mais c'est quelque chose comme ça, parce que quand même pendant pas mal d'années c'était texturing et 8 light et c'est tout. Enfin 8, 2 light et c'est tout. Et ce qui s'est passé d'intéressant, c'est pour ça qu'on parle de compute, c'est que les shaders ça va extrêmement vite, donc si on regarde juste une image comme ça, il doit quand même traiter un à un chaque pixel de l'écran, donc ça en fait beaucoup. Sous Photoshop, quand on met ce genre d'effet, on voit qu'on attend 5, 6, 7, 10 secondes suivant la résolution de l'écran, et là on a il le fait des dizaines de fois sur tout l'écran, on voit absolument rien. Donc de plus en plus de gens ont eu envie d'utiliser la carte graphique pour aller plus vite. Ça t'embête pas trop, non? Okay. Oui, François, non, du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a des langages qui sont apparus, il y a eu du CUDA, il y a eu de l'OpenSets, enfin, ça commençait à venir, les gens ont voulu utiliser la puissance de la carte graphique pour faire des traitements normaux, parce que finalement, pour ceux qui ont un peu suivi l'évolution, en 2003, on pouvait acheter un 3 GHz, et puis en 2013, on peut acheter un 3,9 GHz, donc c'est pas de ce côté-là que ça a évolué. Par contre, du côté des cartes graphiques, maintenant, qui servait uniquement au rendu, justement, une carte graphique, elle est presque 200 fois plus rapide que le processeur central, donc c'est extrêmement intéressant de l'utiliser pour faire autre chose. Et ça, finalement, c'est tout récent de l'avoir mis dans les standards Unity, OpenGL, DirectX, maintenant on a accès à ça, c'est dont on va parler. Donc si on regarde, ça c'était le pipeline graphique, je continue à résumer la dernière présentation de l'année. Il y avait quelques parties qui étaient programmables, du coup il y avait un vertex shader qui pouvait influencer au moment du dessin des objets, on pouvait influencer la position des sommets, il y avait un pixel shader, justement au moment où les pixels sont dessinés à l'écran, on pouvait décider d'intervenir pour changer la couleur. Et du coup maintenant on va parler des compute shaders. Il n'y a pas que moi. Qui sont pas du tout là, du coup, ils sont pas du tout dans le schéma. Ils sont complètement indépendants, et c'est ça qui est nouveau. Du coup, un shader, c'est le même principe que les autres, c'est-à-dire qu'un compute shader, ça va permettre de traiter beaucoup de données en parallèle. Le but, c'est de profiter du GPU, donc de la carte graphique. Donc, pour les shaders classiques qu'on avait avant, enfin le classique, on avait par exemple le pixel shader, il travaille sur les pixels au moment où ils sont rendus. Donc, le code du shader, il est exécuté à chaque fois qu'un pixel est dessiné. Donc on dessine par exemple tout l'écran, ok, donc il va y avoir 1 million d'appels au shader pour influencer le dessin du pixel. Tandis que pour un compute shader, c'est complètement libre, c'est ça qu'ils ont changé, en fait, ça n'existait pas du tout avant. On peut définir l'espace sur lequel on veut travailler, donc je sais pas, un tableau, une texture, n'importe quoi, quand on veut transformer quelque chose. Et on décide, du coup on dit nous-mêmes à la carte, voilà, maintenant il va falloir exécuter 1 million d'opérations. Donc, je continue. Ça a été bien fait, je le dis pour une fois, parce qu'en général, quand il y a une nouvelle API qui sort, c'est quand même assez obscur. Enfin, ceux qui ont fait la programmation OpenGL savent que c'est pas forcément le plus intuitif au premier abord. Donc, pour une fois, ça l'est, c'est-à-dire que y compris sur Unity, c'est assez logique comme ça a été fait. En fait, un compute shader, il a... Comment expliquer ça simplement? C'est comme, pour ceux qui font la programmation, c'est comme si vous vous positionniez à l'intérieur du coup d'une boucle for. Donc si par exemple vous voulez traiter un tableau, à la place d'écrire for int égale 1 jusqu'à 4096, vous allez dire à la carte, maintenant dispatch sur 4000 unités, bon il n'a pas 4000 processeurs quand même, mais il va tenter de faire comme si, de calculer séparément 4000 éléments, et l'intérieur du compute, le main, un shader, il y a un point d'entrée main comme un programme en C normal.
c'est comme si on se positionnait à l'intérieur de la boucle, donc ça va être appelé, si on lui a dit de l'appeler 4000 fois, ça va être appelé 4000 fois à cet endroit-là. Ils ont prévu d'avoir des données qui sont traitées en 1, 2 et 3 dimensions, et ça correspond simplement à, dans un programme, si vous aviez une boucle for en X, Y et Z. C'est simple, il faut vraiment visualiser la chose comme ça, on se positionne à l'intérieur de la boucle. Après, il y a une notion de workgroup, mais ça, je ne m'étends pas trop là-dessus, parce que finalement, je ne l'ai pas utilisé. En gros, on ne dit pas à la carte calcul, enfin lance un calcul sur un tableau de 4000, on va lui dire lance un calcul sur un tableau de 4000 par groupe de, je sais pas, 256, mais comme personnellement j'ai pas eu besoin de l'utiliser jusqu'à maintenant et qu'on a déjà pu aller assez loin, je pense que, enfin, j'ai une inspiration sur l'utilité que ça, mais pour l'instant on n'est pas. Et je vais passer aux exemples, parce que pour l'instant c'est pas très visuel. Oui, ça c'est le plus important en fait. Finalement, ce qu'ils ont beaucoup changé, parce que ce qu'ils ont changé qui donne une nouvelle orientation pour les développeurs, c'est que maintenant, depuis les shaders, on peut modifier n'importe quoi, tandis qu'avant c'était limité exclusivement à changer ce qu'on était en train de... Enfin, l'objet qu'on était en train de travailler. Par exemple, avant, un vertex shader, il pouvait modifier justement, au moment où on dessine un sommet, il pouvait modifier ce sommet, il pouvait changer la position. Le pixel shader, il pouvait modifier, au moment où on dessine un pixel, changer la couleur, mais c'est tout. On pouvait absolument pas sortir de ce pipeline, et puis du coup, tout le monde bricolait pour essayer d'utiliser ça pour autre chose. Donc, on disait, ouais, le rouge, c'est les points de vie, le vert, c'est la masse, on essayait de trimballer dans des textures, des informations, de relire l'écran derrière. Enfin, il n'y a vraiment aucune possibilité de travailler proprement avec le GPU sans aller faire du CUDA ou le Pencil. Tandis que maintenant, ils ont ajouté le fait que dans un shader, on peut modifier des tableaux et des textures sans difficulté particulière. Donc ça a changé tout le... Si quelqu'un a envie de modifier un objet depuis un pixel shader, il n'y a aucun problème pour le faire. Donc ils ont cassé les barrières avec ça. Et du coup, il n'y a plus, en fait, c'est ça qui est intéressant, il n'y a plus aucune différence, parce que j'ai marqué en bas entre programmer en C ou programmer sur la carte. On a un espace mémoire commun en fait entre les deux, on peut librement travailler dessus. Donc je vais pouvoir passer à des exemples, parce que voilà. Oui, du coup, j'ai oublié de le poser, mais si quelqu'un a des questions n'importe quand, interrompez-moi, parce que comme c'est assez technique, si vous ne suivez pas, ou s'il y a quelque chose qui vous intrigue, ou que je développe, il n'y a aucun souci. La presse, elle n'est pas faite pour durer 4 heures non plus, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça, c'est juste un premier test, pas du tout raisonnable pour commencer. Allez, d'accord. Donc, des particules, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même 10 000. Et j'ai fait un truc pas raisonnable du tout, qui typiquement prend très longtemps sur un processeur, c'est que sur chaque point, je parcours tous les autres points les uns après les autres. Donc sur chaque 10 000, il en parcourt 10 000 pour aller regarder avec ce que c'est l'équation de la gravité, donc la gravitation divisée par la distance au carré ou quelque chose comme ça. Sur chaque point, donc il part de là, il additionne ça, plus ça, il regarde l'influence successive de tous les points, donc il fait en fait 100 millions de tours par itération. Au cas où il va regarder pour celui-là, il va regarder celui-là au cas où dans le doute, parce que l'optimisation c'est le maximum. Il ne faut pas chercher. Là je m'en peux plus. Non, et du coup le miracle, c'est ça. C'est que là il fait 100 millions de tours par itération, c'est un ordinateur qui coûte 600 €. Donc ça c'était réservé aux supercalculateurs, et en une seule release, donc Unity, OpenGL et DirectX, ils ont... Enfin c'est de la folie pour ceux qui faisaient du développement avant, qui devaient traiter beaucoup de données, c'est un très gros soulagement. Par exemple, moi j'avais toujours des programmes très lents, donc grâce à ça, ils sont très lents mais avec beaucoup plus d'objets qu'avant. Donc là on voit un peu le délire, si on s'approche, chaque point influence chaque point, donc j'aime bien le mettre lentement pour apprécier la chose. Non, enfin c'est de la folie, je l'avais dit, mais moi ça m'impressionne parce que ça c'est ce que je voyais à la fac quand ils avaient laissé tourner une simulation pendant une semaine et puis qu'on regardait image par image ce que ça donnait. Ben voilà. Après on peut essayer de le rendre plus visuel en augmentant le nombre de particules, je sais pas si je le tente. Ah j'ai pas lancé le... Allez je lance. Pas encore de rien. C'est qui mis le projet.
ouais, ces gens ils font des trucs sérieux avec des compute shaders, ils font des calculs pour des supercalculateurs. Il n'y a pas que des gens qui jouent avec des jeux vidéo tout le temps avec des compute shaders. Oui, oui, ben, du coup, maintenant, de plus en plus, c'est utilisé pour... comment ça va faire? Je change 2-3 trucs pour ajouter des particules, sinon ça va quand même être un petit peu lent, malgré tout. J'arrive. Donc toi, tu vas aller voir moins loin que tout le monde, en fait. J'augmente juste considérablement le nombre de particules pour qu'on visualise un peu plus la chose. Il y en a pour 30 secondes, donc je le fais, mais si ça marche pas tout de suite, j'arrête. Je ne vais pas modifier du code en live, mais ça marche pas de masse. On ne sait jamais. Il doit y en avoir beaucoup plus. Oui. Ouais, donc là, on ne voit plus rien en fait. Mais normalement, ça va marcher quand même. Ouais, je vois, ça marche quand même. Ça a l'air de marcher. Ah oui. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste diminué. Elles ne se cherchent plus toutes. Elles en cherchent que 200 par particule. Donc du coup, j'ai pu en mettre presque 1 million. Et voilà, magie, ça compte. Donc là, on visualise plus la puissance de calcul parce que ça devient, enfin, c'est hallucinant le nombre de points qu'il a. Enfin, ça ne doit même pas compiler en fait. Mais ça marche. Donc quand on fait du traitement purement parallèle, je joue un peu parce que ça, je fais attirer par une sphère. Tac. Ouais, là, on se rend un peu compte, mais. Donc là, on se rend beaucoup plus compte avec toutes les particules. En fait, quand on fait du traitement purement parallèle, donc typiquement, si elles sont uniquement attirées par la sphère et qu'elles ont besoin de parcourir chaque particule sur chaque particule, c'est extraordinairement puissant parce qu'il peut vraiment, en un tour, je ne sais pas comment dire, en une étape, il a calculé l'évolution de toutes les particules, tandis que si on l'avait fait sur CPU, on aurait eu une itération sur 1 million d'objets, ça prend 4 secondes rien que pour les parcourir et les lire, quoi. Donc voilà. Premier exemple. Ça fait un bon fond d'écran Windows. Un économiseur d'écran. Ouais, je veux le vendre comme mise en veille. Économise pas ton CPU. C'est pas grave, tu peux pas tout économiser. Petite explosion nucléaire, là, c'est très joli. Oh. Ouais, j'arrête. Du coup, est-ce que NVIDIA Physics et Apex, c'est des utilisations de compute shader ou c'est autre chose? Ça utilise cette puissance-là, ouais, ça date d'avant. C'est quand eux, ils ont voulu justement dire la physique sur le CPU c'est trop lent, donc ils ont décidé d'utiliser les GPU pour faire ça. Mais c'était avant les compute shaders. Du coup, maintenant, ça permet, par exemple, à n'importe qui de développer son moteur physique avec la même puissance que physics, finalement. Parce qu'on peut développer un moteur physique facilement, c'est pas facile, mais on peut le développer sur le GPU, tandis qu'avant, c'était pas possible. Du coup, je pense qu'il y a de plus en plus de jeux qui vont apparaître où le moteur physique ça va être des moteurs physiques perso en fait, qui sont orientés spécialement pour faire, je sais pas, des particules, de la glace, de la neige, du feu, de la lave, qui n'utilisent pas physics. Parce que du coup, il y a plus cette espèce de saut. Avant, ceux qui n'utilisaient pas physics, ils étaient 200 fois plus lents que ceux qui l'utilisaient, donc évidemment, il n'y avait pas tellement de choix. Mais c'est plus le cas, et c'est très chouette. Bon, après, j'ai rien contre physics, hein, mais ça commence à faire. Ouais, ils ne seraient pas contents d'entendre ça comme ça, mais... Du coup, ouais, ça c'est très moche, mais pour ceux qui font la programmation, je résume juste en 2 secondes. Donc, ce qu'ils ont introduit de nouveau, c'est un nouveau type de buffer, en fait. Et comme je disais, pour une fois, ça n'a pas été mal fait, c'est-à-dire que c'est relativement simple. Il faut juste, du côté CPU, l'initialiser, donc déclarer qu'on a un buffer de type, ils ont appelé GL Shader Storage Buffer, sur DirectX c'est autre chose, je ne sais plus comment il s'appelle. Structured Buffer, bon ouais. Ça, ils mettent les noms qu'ils veulent. Et ça, c'est justement ce nouveau type de buffer qu'on peut travailler depuis les shaders. Puisqu'avant, on ne pouvait pas du tout toucher un tableau, une texture depuis un shader, et c'est ça qui a changé. Deuxième chose qu'ils ont changé, c'est que du coup ça, en écrivant ça, on le déclare sur la carte graphique parce qu'on veut éviter les transferts, donc on ne peut pas faire 1 million de particules sur le CPU et le copier sur la carte graphique à n'importe quel moment parce que rien que la copie prend déjà 4 secondes et on veut que ça aille très vite. Donc ils ont fait un accès, je sais pas comment ça marche, je pensais que c'était disponible qu'avec des consoles très récentes, mais apparemment ça marche sur pas mal d'ordinateurs. Ils ont fait un système où on peut mapper le buffer depuis donc,
un programme en C par exemple et du coup modifier n'importe quelle partie, donc j'ai le map buffer range, on peut modifier n'importe quelle partie du buffer comme si on travaillait un tableau en C, il n'y a strictement aucune différence et même pas dans l'accès ou la vitesse de modification, c'est vraiment exactement la même vitesse, c'est comme si on pouvait travailler sur la mémoire de la carte en C comme si c'était la mémoire du programme, donc c'est ça qui fait que ça change tout parce qu'on n'a plus tout besoin de s'occuper des problèmes de passer des variables, de shader au CPU, etc. Ça aussi c'est le passé, donc c'est très bien. Et puis la façon dont le shader est appelé, c'est aussi une commande spéciale où on dit dispatch compute, c'est là qu'on dit ok, il y a 1 million de particules à calculer, donc c'est là qu'on lui donne la taille finalement. On lui précise la taille et pas le buffer parce que c'est très libre. Dans le shader lui-même, on peut écrire ce qu'on veut, c'est juste que lui va dispatcher là sur 1 million d'unités et après dedans on écrit ce qu'on veut, donc il se trouve que ça correspond avec 1 million de particules dans le tableau puis qu'on le travaillera comme ça. Mais il n'y a pas de contrainte, c'est ça qui est assez spécial, c'est qu'il n'y a aucune contrainte particulière, on peut écrire ça comme si on était dans un langage normal. Et ça c'est à l'intérieur du shader, on définit la structure, le tableau, et après ça se travaille comme du C, donc particule indicée par la particule courante, et on travaille ça comme on veut. C'est là où je disais, c'est comme si on était dans la boucle, c'est dans ce mail là, ça va être appelé 1 million de fois du coup, en parallèle. Voilà, c'est ça la différence, il ne faut pas remettre la boucle ici. Enfin, sauf quand on fait le truc très moche que j'ai fait avant de reparcourir toutes les particules dans les particules, où là j'ai remis la boucle ici, mais bon, ça ne marche pas. Mais ça marche. Donc, il n'y a pas de question. Deuxième exemple. Combien d'exemples? Celui-là, j'ai pas un exemple. Ça. Rien à dire parce qu'on peut s'emporter. Tac. Non, j'ai perdu mon dossier avec les exemples. Ah oui, c'était sur le bureau. Ouais. Tac. Les segments sont là. Donc ça c'est juste un autre exemple d'un algo qui normalement n'est pas parallélisable, mais enfin qui est pas dans sa version de base, il est écrit pour du C, il est complètement itératif, c'est un moteur physique par segment, donc il va regarder sur tous les points, tous les segments, toutes les contraintes pour essayer de faire tenir cette structure là. Et typiquement ça, pour le passer sur le GPU, il y a eu un certain travail parce qu'il faut faire les choses, il faut découper les choses en plusieurs étapes parce que de base c'est quelque chose qui est itératif, ça ne peut pas être fait en parallèle, mais en fait la plupart des algorithmes peuvent être modifiés. Donc c'est juste pour donner un exemple, ça aussi sur le CPU il fallait attendre à peu près 3 secondes dans chaque image, puis là pareil il le fait en temps réel, donc c'est assez chouette. Y compris... Attends, c'est comment je vais... Ah oui, on pouvait le casser, c'est quelque chose. Je casse des pièces. Je le regarde s'effondrer là, attention tout le monde. Un peu un terroriste. Je suis en train de casser le tour là. Ouais, va juste couler, c'est dommage. Parce que on voit les tensions dans la structure et ça se détache au fur et à mesure, c'est assez sympa. Là, ça va quand même se casser, je pense. Ah non, ça va se casser. Donc là, typiquement, on voit que depuis le shader, on peut aller casser le tableau, changer des éléments, casser des choses. Donc il y a vraiment... une fois qu'on a compris comment ça marche, il n'y a pas de contraintes. En fait, il n'y a plus aucune raison d'utiliser finalement le CPU dès qu'il y a une boucle à faire. Des gens qui rigolent. Qui a des remarques ici? Après, qu'est-ce que je vais être d'autre? Je n'ai pas fait des masses d'exemples là. Ouais, je fais un tissu. Bon. Pas très beau comme tissu, mais on voit l'idée. Ouais, c'est pas terrible mon truc. J'essaie de le plier un peu. Ouais, ça c'est l'équivalent, c'est exactement le même algorithme qu'avant, donc là c'est tous les segments qui relient tous les points, et puis voilà, ça c'est un exemple de moteur physique qui est refait typiquement. Je sais pas comment physique se comporte si on met des milliers de tons attachés entre eux par des segments, mais je pense que c'est pas fait pour, parce que c'est fait pour gérer des rigid bodies. Donc voilà, tac, encore un exemple. Il y a plein d'exemples. Voilà, ça c'est chouette aussi. Tac. Ça c'est, bon c'est pas beau mais c'est chouette, pour changer ça travaille plus sur un tableau, là ça travaille sur une texture, donc en fait la plaque bleue translucide ici, c'est une texture qui est, je sais plus à quelle résolution, je crois que c'est du 512 par 512,
Et il y a dessus un algo de fluide, donc en gros, ça propage des vagues. Et à chaque itération, il parcourt donc, tous les pixels, enfin, tous les texels pour les puristes, mais il parcourt tous les pixels de la texture et puis il applique l'algorithme dessus. Donc là, pareil sur CPU, c'est, je pense que c'est 10 secondes dans chaque image. Et là, ça permet d'avoir en temps réel un fluide qui est calculé à partir de la texture. Je vais mettre un lien, c'est pas très bon, mais c'est pas le but. Superbe terrain. Ouais, non. Putain, il va y avoir le super. On va y arriver. Hop. From 2, par exemple, est plus facile à faire avec les compute shaders, par exemple. J'essaie de mettre de l'eau par là. Allez, plus d'eau. Oui, là j'ai rajouté, alors ça c'est voilà, le truc gratuit, j'ai vite rajouté des milliers de particules dessus pour voir le mouvement, parce que sinon on voit pas grand chose. Donc je vais pas redire que c'est miraculeux, mais c'est miraculeux. J'attends que ça se remplisse un peu. En plus, je rajoute de plus en plus de particules avec le temps, on les voit, elles pop de partout. Parce que... Je sais plus pourquoi j'ai fait ça, je crois que j'avais pas réussi à les initialiser d'un coup, il y avait un bug, alors j'ai fait ça. Et donc ouais, on voit qu'on peut manipuler la texture, que ça se propage très vite, et ça tourne toujours à, je sais pas si c'est du 100 fps alors qu'il y a une limite de particules par-dessus, et puis qu'il doit quand même entre chaque image itérer en plein d'étapes en plus sur toute la texture pour calculer le flux, ensuite calculer l'évolution des hauteurs, etc. C'est vraiment l'intérêt de la vitesse, quoi. Tout ça, ça se pouvait se faire avant, mais il fallait attendre. Ça typiquement, c'était très utilisé des algorithmes de flux pour faire des éditeurs de terrain. On simule l'érosion et ça met 20 secondes, et après sur le terrain, il a simulé le fait qu'il y ait l'eau qui soit déplacée, que ça déplaçait des particules, que ça déplaçait des vertex, etc. Mais c'était pas utilisé en temps réel. Sauf dans FromDust, où effectivement il y a quelqu'un qui était capable sur le CPU apparemment de faire ça, mais ça j'admire beaucoup parce que je vois pas comment c'est possible. Non, mais sincèrement, je sais pas du tout comment ils ont. Moi, j'ai réussi à le faire la vie quand même avec ça. Donc, ensuite, même exemple avec des jeux différents là-dessous. Ils ont peut-être fait sur le GPU comme toi. Ouais, ils l'ont fait sur un truc qui s'appelle le SPU de la PS3 dans ton et sur PC, sur CPU. Donc, ça tourne sur CPU, ça. Tu sais qu'on peut le faire. Ouais, ça casse toute mon argumentation. Donc on ne parlera plus des principes. Donc, next. Donc, ouais, sur CPU, ils font ça sur. J'ai une question, parce que tu disais, c'est un PC à 600 €, mais la carte graphique qui est dedans, elle est à 600 € aussi, non? Ouais, j'ai acheté séparément un supercalculateur que j'ai greffé discrètement sous la table. Non, la carte graphique, c'est une Nvidia de l'époque du PC, donc c'est une GT. Ah ouais. C'est une GT 540, je crois. Donc c'est déjà une très bonne carte. C'est clair que la GT 540 en 2003, elle aurait coûté 50 millions de $, mais maintenant ça s'achète pour. Mais en fait, n'importe quelle carte, même pas de gamme, à partir des séries 5 sur Nvidia, elle supporte ça. Par contre, bon, je sais pas pourquoi ça marche pas avec toutes les ATI, en OpenGL en tout cas. Sur DirectX, c'est bon. Mais non, il n'y a pas du tout besoin d'avoir une extraordinaire carte graphique. Ils ont réussi à faire évoluer en fait plutôt les drivers et puis les librairies. Il n'y a pas eu besoin de faire une grosse retouche matérielle. Les cartes étaient déjà prêtes. Donc, par exemple, ce PC, il est sorti une année avant les compute shaders, je crois. Donc, non, c'est quand même une techno bien gérée. Donc, je pense que ça s'utilisera assez vite dans les jeux. Puis il y a Windows 8 qui aide pas mal aussi, parce que pour faire tourner l'interface de Windows 8, il faut du CPU. Je suis pas sûr qu'ils aient osé mettre des compute shaders pour les jeux. Non, mais ils demandent du DX11 quoi. DX11, la norme DX11, ils disent on doit supporter des computes. Donc tout PC Windows 8, normalement, il est censé faire tourner un compute. Enfin, après combien. Non, c'est pas faux. En plus, même j'ai vu qu'NVIDIA, ils avaient sorti leur nouveau processeur pour mobile qui est compatible avec Intel 4.4, donc les compute shaders, donc sur un téléphone, vous pouvez faire tourner ça. Ça reste un peu. C'est de plus en plus miraculeux, disons, mais ils n'arrêtent pas en tout cas.
Donc là, j'étais ouais, donc ça c'est juste l'exemple de code équivalent à ce que j'avais montré avant, mais pour la texture, donc c'est la même logique, quelque part on initialise la texture, et après quand on lui dit de dispatcher le compute shader, de lancer le calcul, simplement à la place, c'est là où je disais qu'ils avaient prévu les 3 dimensions, plutôt que de le lancer sur une itération, on le lance sur x et y, z ça reste à 1. Si je compare avec ce que j'avais mis pour le premier, où je l'avais appelé avec le nombre de particules et puis 1 et 1 sur les autres dimensions, là il est passé en 2D. Donc là aussi, l'appel, une fois qu'on a compris leur logique, c'est très simple, ça correspond vraiment à dire on avait un for avec soit sur i, soit sur i et j, quoi. Et puis, non, et pareil, du coup, dans le compute shader, il y a 2 dimensions qui sont déclarées, et puis il donne l'équivalent de l'itérateur en point d'entrée, et on peut l'utiliser normalement, et ça c'est les 2 fonctions par exemple qu'ils ont rajoutées pour travailler depuis les shaders sur n'importe quelle texture. Il y a un image load et image store, et depuis n'importe où, donc même depuis un pixel shader, un vertex shader, on peut utiliser ces commandes, elles sont disponibles partout, donc c'est ça qui change aussi complètement la logique de développement. Tac, fin du code, ici. Encore un autre exemple. Donc là on passe celui-là, je crois. Donc ça c'est exactement le même qu'avant, mais avec un peu plus fin, avec de la lave et pas de l'eau cette fois. Il y a même des textures sur le sol, c'est hyper luxueux. Je visite un terrain super volcan. Voilà. Vous voyez quelque chose? Ah oui, non, c'est carrément. C'est vrai qu'on va peut-être baisser la lumière. Si quelqu'un voit un interrupteur, je crois qu'il n'y a pas trop d'interrupteur. Et en fait, il faut le faire disjoncter le truc, mais je sais pas lequel. Le rouge. Le fil rouge. Toujours. Bon, bah, on va le voir. On a le rouge déjà. Ouais, là, c'est vrai qu'on voit rien. Bon, on verra mieux avec un peu par-dessus, mais. Non, on voit quelque chose, mais ça reste pas. Ouais, on voit quelque chose. Non, c'est dommage, c'était quand même fort plus bien. Et du coup, ça, c'est exactement le même exemple qu'avant. Simplement, la différence, c'est que là où il y avait de l'eau, c'est devenu de la lave, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est d'autant plus fluide qu'elle est chaude, donc il y a une notion de température. La température est utilisée pour dessiner la texture plus claire, etc. Et il y a tout qui est fait depuis les compute shaders. Le CPU, il sert à rien du tout. C'est ça qui est intéressant. Oui, ça. Oui, il sert à dispatcher, il sert à appeler des fonctions. C'est triste. Ah non, mais je sais pas comment Intel a pris la plaisanterie quand même quand ça. Non, mais en plus c'est vrai parce qu'ils font aussi des cartes graphiques Intel, je crois qu'ils gèrent aussi ça. Je vais pas checker, mais. Donc ça reste toujours fluide, ce qui est assez cool. Ouais. En fait, il y a mis encore des petites particules dessus. Donc là, pareil, il y a plein de particules dessus pour voir un peu le mouvement. Ouais. J'attends qu'il se passe quelque chose pour voir ce qu'il y a en plus. Ça fait beaucoup de lave. Ouais, là c'était un des premiers protos. Hein. Donc ça, c'est ce sur quoi je travaillais avec Aïk. Et ça, c'était une des premières versions. Donc là, typiquement, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme. Il y a l'éclairage l'éclair aussi. Ça vient après. C'est là où tout se dégrade. Après, progressivement, ça c'est le dernier proto fluide en fait. Après, j'ai réussi à faire ce qui était nécessaire pour que ça tourne plus. Donc là, ce qui est intéressant, qu'est-ce que j'ai fait de plus par rapport à l'autre, c'est que par exemple, la lave, elle se transforme. Donc il y a plusieurs couches de texture. Il y en a une qui représente la lave, une qui représente le sol, et puis la lave se transforme en sol au fur et à mesure qu'elle refroidit. Les UV de la texture sont modifiés en fonction du flux de la lave. Enfin, on est complètement libre de faire ce qu'on veut, puisque depuis les shaders, on peut agir sur l'intégralité de l'espace mémoire du programme. On a accès à toutes les textures, tous les tableaux, donc on fait ce qu'on veut. Les particules peuvent s'intégrer au sol pour ajouter du terrain, etc. Et là, typiquement, l'effet de déformer le sol, enfin de déformer les UV en fonction du flux, c'est 2 lignes de code, quoi. C'est ça qui est bien. Et c'est fait, comme tout le reste, c'est fait instantanément, donc c'est génial. Vu que ça refroidisse au centre. Ça se dit pas. Là, il y a un truc, ça fait des jolis schémas quand c'est cette vidéo au milieu, mais je crois que je ne peux pas attendre parce que ça a l'air long à refroidir. Ah non, si, j'avais écrit Stumper, tu vois.
Je triche, j'ai artificiellement refroidi la lave. Donc, ouais, ça c'est assez joli par exemple, ça fait une espèce de formation. Ah oui, non, on voit rien. Ouais, petite fait. Non, je suis désolé, j'ai pas prévu qu'on pourrait pas terminer. Au bûcher, exactement, ouais. Si ça peut te rassurer, on est quand même plus. Merci. Alors, bon, là, j'entends, il y a bien reflet la lumière. C'est beaucoup mieux. Alors, voilà, là, donc ça, c'est juste la déformation des UV en fonction du flux, ce qui est assez gratifiant comme truc. Hop, et après, tout se dégrade. Arrêtez-moi dès qu'il y a des questions, hein, parce que là, j'enchaîne des exemples à toute vitesse. Parce que... Moi j'ai une question. Tu prévois la mise au chômage des graphistes pour combien d'années? Oui, ça c'est ce qui est procédural, c'est assez chouette parce que c'est sûr que j'ai eu par exemple animé de la lave sous 3ds Max, ça je pense que ça va plus trop se faire parce que là ça devient un peu absurde, mais non, je pense que la modélisation ça va rester très utile très longtemps quand même. Enfin, je fais de la 3D aussi, donc je ne veux pas non plus que ça disparaisse. Mais... dans un moule, est-ce que ça vient oui, c'est des... non, c'est de la 2D... Non, c'est de la 2D, du coup. On pourrait le faire, mais il faudrait rajouter encore un niveau de texture. Je m'excuse, je bug un peu, je trouve pas... Mais du coup, c'est vraiment faisable. Si, en rajoutant des textures, tu pourrais le faire. Oui, en fait, c'est ça qu'il disait tout à l'heure. Ce qui est génial, c'est qu'on est extrêmement libre, puisqu'ils n'ont pas mis de contraintes. La seule différence par rapport à avant, ce qu'ils ont ajouté, c'est qu'il y a une nouvelle méthode de programmation, en gros, qui va 200 fois plus vite. C'est ça, très concrètement, qu'ils ont rajouté. Donc, par exemple, si on voulait faire de la lave en 3D, on pourrait imaginer d'aller la stocker dans un volume et pas dans une structure. Ce serait peut-être plus local, mais on pourrait très bien imaginer qu'il y ait un moule, que la lave se solidifie dans le moule, que le sol s'effrite dessous. Après, c'est aux concepteurs d'imaginer ce qu'ils veulent. Il y a un rapport de x200. Après, comme je vais le montrer à l'instant, on peut vite détruire ce rapport et retrouver 15 images par seconde. Mais bon, il suffit d'attendre. Je crois que tous les 6 mois, les cartes graphiques vont 2 fois plus vite. Donc, je vais quand même trouver un exemple ou pas. Il est plus là. Du coup, il suffit que tu utilises le Z, là. Tu l'as toujours pas utilisé, tu as fait XY. Et là, tu fais Z, et c'est bon, quoi. Tu as tes moules et tes trous. Non, je vais utiliser les deux. Je suis persuadé que j'aime pas les fichiers qui disparaissent sur la machine. Tu vois, le CPU, c'est même pas gardé le fichier. Ça m'est déjà arrivé, un très mauvais disque dur. À chaque fois que j'ouvrais un répertoire, il y avait un fichier de moins dedans. C'est hyper rassurant. J'ai eu le temps de paniquer pour faire des sauvegardes, mais... Tac, donc c'est lequel celui-là? Oui, alors là, ouais, pourquoi oui, je me souviens de ce que je veux dire. Ça, c'est la première version, on a commencé à étoffer un peu le rendu. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, je vais zoomer vers la lumière. On va quand même voir un peu. Donc par exemple, dans les trucs nouveaux, c'est que la lave, elle éclaire tout l'environnement. Donc toujours dans l'économie moyenne, chaque pixel de lave éclaire chaque pixel de l'environnement, ce qui est pas très sympa. Ça fait comme s'il y avait des millions de lights, mais tant que ça tourne, on en rajoute. Hein. Donc typiquement, ça c'est le défaut après des compute shaders, ça se voit pas encore directement là. C'est que du coup, comme on utilise la carte pour faire les calculs physiques, faire les calculs après de physique, de gameplay, d'UI, n'importe quoi, parce qu'on n'utilise plus du tout le processeur, chaque fois qu'on rajoute la qualité de rendu, ça tue du coup le calcul physique. Donc là, il commence. Je sais que cette simulation, elle tourne sans problème, sans le rendu, et puis avec le rendu, elle commence à diminuer énormément. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu le défaut, c'est que ça veut dire que quelqu'un qui commence à monter la résolution de son écran, il attaque gravement les performances du moteur physique, puis avant, il n'y avait pas forcément de lien entre les deux, tandis que maintenant, il est direct, parce qu'il libère les GPU. Il partage, exactement, il partage la mémoire, les ressources, et quand il n'y en a plus, bah, ça marche plus. Là, typiquement, j'ai rajouté quoi? Oui, il y a la tessellation, mais on ne verra rien du tout là-dessus. On voit quelque chose ou pas? Ouais, on s'échauffe, mais... En gros, si on s'éloigne, il n'y a plus rien, puis quand on se rapproche. Donc ça, c'est la tessellation shader, qu'on ne verra pas aujourd'hui.
Mais donc typiquement là j'ai mis énormément de triangles et ça commence à affecter beaucoup la simulation. Donc c'est chouette parce qu'on peut aller se plaquer au sol. Bon c'est pas encore trop lent là, ça me surprend, il me semble que c'était beaucoup plus lent. Donc, je vais en rajouter, je chauffe pas assez. Puis là ça devient subtil parce que la lave elle laisse des traces, donc ça commence à changer les matériaux en fonction de là où c'est passé, puis si on attend un moment ça fait des chemins. Mais ça va être un peu long d'attendre, donc je vais passer au suivant quand même. C'est exactement le même algorithme que tout à l'heure, juste avec un meilleur rendu. Hop. Ça, oui, ça c'est chouette ça. C'est chouette, tu sais. Et du coup, toi, en termes de texture, là, tu utilises un logiciel qui te génère les textures de base, parce que là, les textures de sol, par exemple. Je te laisse parler. Tu connais FilterForge? Oui, ça c'est une astuce pour tous les gens qui font du game ou de la 3D. Il y a quelques super bons logiciels de génération de textures. Dont là, celui que j'utilisais pour le sol, c'est FilterForge. Ça donne juste des textures de base avec des normales qui sont cohérentes par rapport à la diffuse. Donc c'est super parce que c'est assez difficile à partir de photos d'avoir ça, donc de pouvoir récupérer des textures qui ont directement un aspect de rocher, qui ont la map de spéculaire, la normal map et tout disponible à la résolution qu'on veut, c'est très pratique pour le début. Là c'est sûr que les textures ne sont pas du tout générées par le computer, par contre. Elles sont transformées mais elles ne sont pas générées par ça. Ça c'est un autre exemple avec les particules pour améliorer la sortie des volcans et la génération de la lave. Donc là par exemple il y a du compute en 3 dimensions parce qu'on voit que le sol est éclairé par les particules, donc il y a un volume de lumière. Donc là chaque particule éclaire le sol, ce qui n'est pas sympa non plus. On voit quelque chose ou pas? Ouais, c'est très limité ça. C'est mieux sur ton écran. Ah ouais, c'est mieux. Et du coup là typiquement un truc qu'on peut faire qu'avec, enfin à ma connaissance, qu'on peut faire qu'avec les compute shaders par rapport au système de particules de base, c'est générer ces grumeaux comme ça. Je regarde Eric pour savoir si je peux révéler des secrets de fabrication. Là l'astuce c'est que j'ai mélangé le moteur de particules et celui de segments. Et les particules elles sont aléatoirement à la sortie reliées entre elles tout simplement. Et du coup ça fait des blocs. C'est ça qui donne cette impression de grumeaux. Certaines elles sont déjà détachées, d'autres elles se détachent en cours de route et ça donne cette impression. Si ça n'allait pas aussi vite, ce serait impossible de faire ça. Là c'est vraiment modifier un système de particules, il y en a déjà beaucoup à la base. Pour aller les accrocher, donc à chaque étape il doit déplacer toutes les particules, regarder toutes les contraintes avec les segments, les rapprocher, enfin c'est de la folie que ça tourne aussi rapidement, quoi. En plus, toutes ces particules s'intègrent au sol, font des volumes progressivement, donc là si on attend, on finit avec un petit volcan. Ce qui est très cool. Et puis c'est exactement oui. Je disais, faites patience et tout. Oui, là il faut attendre un petit moment. Bah, Eric il a attendu un petit moment. Tu as attendu en vrai? Ouais, c'est quand même pas du temps réel, il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours pour... Mais bon, on n'est pas si loin du temps réel finalement, parce que c'est pas... Non, c'est pas si rapide que ça. Ouais, bah c'est exactement ce genre de liberté que moi j'adore, parce que j'étais... Enfin, moi j'ai redécouvert en fait la programmation avec les compute shaders il y a quelques mois, quoi. Parce que tout ce genre de trucs, on a toujours envie de le faire. En plus, j'avais déjà fait un ou deux moteurs physiques, mais très basiques, et puis dès qu'on en rajoute un peu, ça tourne plus, quoi. Si on fait un système avec des planètes, à partir de 10 planètes, ça devient lent. Si on fait des particules, à partir de 120 particules, ça devient lent, surtout si elles sont reliées par des segments. Donc là, ça donne énormément de liberté, parce qu'on peut vraiment avoir des idées, puis les exploiter, et puis juger du résultat. Là, par exemple, ça rend bien, parce qu'il y en a beaucoup. S'il y avait 10 particules, ça donnerait rien du tout. Et j'en suis où? Ah, mais j'arrive gentiment à la fin déjà. Donc ça c'est le projet où il en est actuellement. Donc ça, finalement il n'y a rien de réellement neuf en tant que tel, mais ça donne un exemple d'un programme justement qui est écrit à 100% sur les compute shaders. Donc là il y a tout, y compris même l'interaction avec l'interface. J'ai plus rien mis sur le CPU parce que ça n'a aucun sens. Dès le moment où il y a une boucle, en fait ça sert plus à rien d'écrire un for. C'est juste... Bon, par contre, là, les FPS commencent à descendre gentiment parce que j'en ai vraiment beaucoup trop mis.
sais pas qu'est-ce qu'il y a à montrer de plus encore, j'ai déjà tout montré avant. Il y a des boutons et une interface. Bon, ça c'est pas. Non, je crois que quand même les boutons sont pas un compute shader. Ça c'est quand même des. J'ai mis des trucs compute shader qui ont aucun rapport, mais je crois que les boutons c'est quand même gentil. Ouais, ça par exemple, le double clic pour aller par terre, c'est un compute shader. Ça c'était pas forcément nécessaire. Voilà, typiquement, je me suis dit comment faire, parce que c'est pas un problème si évident finalement, c'est de pouvoir centrer la caméra là où est la souris, ou même de savoir où est la souris finalement, quand je fais, genre là, si j'ajoute de la lave par terre là. Savoir où est la souris, c'est pas si évident, parce que le solde, c'est même pas une fonction, c'est n'importe quoi, c'est une texture, il y a des hauteurs différentes partout. Donc je me suis dit comment faire pour aller savoir tirer un rayon depuis la souris, depuis la caméra, aller regarder où est l'intersection, mais c'est très difficile, puis enfin, je savais pas comment faire, donc finalement je dis je fais un compute shader. Je lance sur 10 000 points, et à chaque point il regarde la distance avec le sol, et il prend le plus petit, et voilà, c'est fini. Et comme c'est instantané, donc là à chaque fois que je clique, il lance un... Je dois l'avoir quelque part le compute d'ailleurs. Ouais, je crois pas que j'étais gentil, non, Ils ont pas mis ouvrir ce dossier, mais c'est... Ah oui, merci, quand même. Dans Windows, des fois, il manque des trucs, mais là, après beaucoup d'années, je suis toujours surpris de les trouver. Hop. C'est tout bien rangé, ceux qui me connaissent savent que c'est miraculeux, il y a plusieurs fichiers dans le projet. Source, shader... Est-ce qu'il y a le double clic? Le bit, non, là, non, là, j'étais sûr. Ouais, oui, il y a beaucoup de fichiers en source 3. Ouais, du coup, tout est écrit avec Notepad++, du coup, parce que, voilà. Donc ça, c'est le compute shader pour l'intersection avec le sol, donc c'est complètement infâme. Donc là, je parcours toutes les textures de sol, et je regarde la distance avec la droite en cours. Ah non, j'ai mis que 2048 points de test, c'est hyper gentil. Et du coup, à chaque niveau, il regarde simplement, il transforme, en gros, il avance sur une ligne en partant depuis le curseur, et puis à chaque point, il fait une projection sur le sol, il regarde la distance, et il se souvient du plus faible, qu'il revoit dans un tableau que je lis depuis le programme. Donc il y a même des options, tiens, j'avais mis en marque, non, ça ne va pas être en marque, ça. Pour partager des variables entre les computes, ils ont mis des systèmes de synchronisation comme ce qui se fait en programmation concurrente. Donc ils ont vraiment cherché à faire quelque chose de bien. Donc c'est cool. Donc voilà, pour illustrer, tout le code se retrouve dans des compute shaders. Finalement, il y a le programme principal. D'ailleurs, je crois que le CPU, si je ne me trompe pas, je vais quand même regarder. Il y a combien il a le CPU, mais il ne doit pas être grand chose. Ouais, voilà, le CPU est très très utilisé. Sachant qu'il tourne dans le programme, mais je pense que oui. Ouais, non, mais attends. Tac. On va voir combien il l'utilise, mais je crois que c'est pas grand chose. Oui, c'est juste sur un pause. Mais non, t'inquiète, il y a beaucoup de compute shader même quand je fais ça. Non, je vais essayer juste, il y a compute shader. C'est ça, ouais. Bon, après, alors j'exagère un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de cool qu'on n'a pas vu? Bon, après, ça c'est juste la version la plus récente, donc il y a une version infrarouge du sol, il y a pas mal de choses, de trucs cool. L'infrarouge est cool. Faut attendre un peu pour que ce soit vraiment cool, mais après ça donne des trucs très jolis. Il y a... Ah oui, mais c'est un moteur de jeu, attends, je vais mettre une unité pour les se balader dans la lave, si ça veut. Faut que je la retrouve par contre. Ouais. Est-ce que c'est pas là? Putain, je trouve tout instantanément. Voilà. Ça c'est mon unité favorite qui date d'un ancien jeu de stratégie, je réutilise toujours la même. Donc là on voit que ça commence à être un tout petit peu lent quand même, hein. J'en ai vraiment rajouté, entre les rochers qui tombent, la lave qui est remplie de particules, les unités qui sont éclairées par la lave, ouais. Très mauvaise action. Donc là, l'unité elle est gérée sur le CPU, elle demande son chemin, elle demande la hauteur du terrain. L'unité, bah, ça c'est encore un exemple, elle est totalement gérée par le GPU, le processeur ne sait même pas où elle est. Je lis de temps en temps, on voit d'ailleurs, parce que comme c'est le CPU qui fait les calls, on voit tous les combien de temps je lis la position de l'unité pour mettre à jour, par exemple,
le chemin de parcours, donc on voit que toutes les 15 images, il va vite regarder où elle est, mais il le sait pas de base. C'est la carte qui gère l'intégralité. Je vais là-dedans, ça va être facile. Non, elle est mal barrée. C'est pas le but du proto, hein. C'est toujours mon truc de test pour le moteur physique. C'est éclairé aussi par les lumières. Oui, il y a tout qui se fait éclairer partout, c'est pour ça que c'est pas très rapide. Moi, je vais l'éclater à la main parce que c'est long. Oula, non, elle a fondu direct. On n'a pas vu grand chose, on voit les 3 petites pièces roulées en bas. Là. Mais du coup, ouais, le moteur physique, c'est toujours. En fait, l'unique moteur physique du truc, c'est celui de segment qu'on a vu au début avec la tour. Tous les objets sont gérés comme ça, les pierres, ben, on peut tout le temps, je peux penser, je peux débug. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout économique ce que j'ai fait, c'est infect. Chaque caillou, il est géré par 8 points et puis 16 segments pour que chaque point puisse crocher. Il le met pas à jour quand on fait play, c'est pas très sympa. Bon, normalement, voilà, les points suivent les cailloux. Hein. Et c'est ça qui fait que c'est réaliste et qu'ils peuvent se crocher dans la lave. Typiquement, c'est qu'ils ont 2 points qui sont au-dessus, et puis ceux qui sont dans la lave sont ralentis et ça les fait rouler. Bon, après, on peut détailler. Attends, je réponds juste à ta question encore, parce que ça, je trouve joli. Je la reprends là. Non, tu disais, est-ce qu'elle est éclairée partout? Mais oui, elle est éclairée partout. Tac. Là, si tu la prends là, j'ai pas toutes les options activées à fond en plus. Ouais, regarde, un petit peu de global illumination, ça fait toujours bien ça. Non, on va pas. Ah, mais oui, mais là je peux changer l'humidité, je suis idiot. Je peux penser. Ah, ouais, vous voyez rien du tout en fait depuis le début, non, c'est pas bien. Donc là, oui, si tu la regardes, dans le moniteur, si tu mets du sable, tu vois que ça influence la luminosité sur l'unité. C'est la radiosité en temps réel. Si tu mets de la lave, voilà. Ça c'est très cool parce que j'ai passé des années à me faire chier avec les 8 lights d'OpenGL, donc je suis très très content que ça soit fini ça. Ah oui, j'ai pas montré celui-là. Ouais, donc voilà, je vais pas. Je pourrais attendre que le volcan finisse. Ah oui, l'infrarouge il est de plus en plus cool. Est-ce qu'on peut faire un portail vers le Nether? Les températures sont fausses sur l'échelle à droite, je crois. Pas encore fini avec ça. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? De la suite, on peut montrer que ça marche miraculeusement sous Unity. Mais pas miraculeusement parce qu'on a essayé à l'arrache entre aujourd'hui et hier, j'avais pas essayé avant, donc. Mais en fait, finalement, c'est exactement pareil. T'as les textures, t'as les buffers, donc il y a aucune différence, je pense. En vrai, c'est une très belle simulation. Donc déjà, je pense qu'on peut t'applaudir. Il y a eu un dispatch de 10 par moins 20 qui t'a applaudi. C'est ça. En parallèle, toi. Donc voilà. S'il y a des questions pour les... Moi j'aurais une question. Au niveau du compute, tu disais dans les premiers slides que c'est une mémoire partagée entre le CPU et le GPU. Ouais. Et vu qu'en fait le flash du cache, enfin la transmission des infos, c'est ce qui est le plus coûteux ensuite, Ouais. vu que la parélisation permet de le process, on s'en fout. Quand on a énormément de données, typiquement ce qui va être le cas quand on utilise des computes, où situe la mémoire, c'est quoi le coût finalement du transfert des données? Alors, de ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, c'est ce que je disais, ils ont très bien fait ça, c'est-à-dire que le coût du transfert, il est, par exemple, typiquement lire la mémoire de la carte depuis le programme en C, par exemple, ça n'a pas eu l'air beaucoup plus lent, en tout cas, même négligeable, en tout cas sur ma machine, que de lire un tableau en C. Donc finalement, c'est lent parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc si depuis ton programme, tu veux parcourir toutes les particules, par exemple 1 million, et puis changer leur couleur, on ne sait rien quoi, ça va être lent parce qu'il y en a 1 million. Mais si tu en avais 2000, c'est comme si tu balayais ton tableau, donc il n'y a pas de problème. Donc dès que tu as beaucoup d'objets, tu es obligé du coup de raisonner avec des compute shaders tout le temps et puis de dire ok, si je veux juste, je sais pas, déplacer toutes mes particules de 1 vers la droite, ben, tu es obligé de te faire un compute et puis comme tu ferais une fonction en fait. Les computes remplacent les fonctions quoi. Parce que c'est juste qu'il y a trop d'éléments à manipuler. L'aller-retour entre
entre le CPU et la carte, en tout cas pour ce que j'ai vu là, il n'y a pas de latence. Faut pas en faire trop parce que dès que le CPU traite quelque chose, c'est pas rapide, mais c'est un peu la seule contrainte, quoi. Là à chaque frame, il va lire des cinquantaines de tableaux entre la carte et puis le CPU, donc enfin, c'est plus très rapide, il tourne à 10 FPS, là, mais ça marche quand même, quoi. Là c'est 10 FPS surtout parce que j'ai un petit peu exagéré ailleurs. Mais... Sur les anciens shaders, on opérait uniquement sur ce qui était dans la mémoire de la carte. Ouais. Là, est-ce qu'on sait où elle est la mémoire partagée? C'est en réalité elle est sur la carte? Elle est sur la carte, ouais. Elle est clairement sur la carte. C'est sur la version C qu'ils ont mis des commandes pour aller lire la carte, qui ressemblent à celles qu'ils avaient mis pour aller lire les textures à l'époque simplement, mais il me semble que c'est beaucoup plus rapide. Après, ils ont mis plein d'éléments pour optimiser. Par exemple, tu peux dire je veux accéder à tel tableau, juste la position. Typiquement, moi j'utilise beaucoup le CPU pour ajouter des éléments parce que ça n'a pas beaucoup de sens d'ajouter des particules en parallèle, c'est pas fait pour. Ou d'insérer des éléments dans ce tableau, choses comme ça. Donc on peut. Moi j'utilise le CPU pour ajouter des particules typiquement. Donc je dis j'accède au tableau juste à la fin, je sais pas, juste de la position 10200 à la position 10400. J'ajoute 200 particules ici. Et puis je me mets en mode write uniquement, et puis des choses comme ça. Donc tu lui dis où tu veux accéder, quel type d'accès, est-ce que tu fais du read ou du write, puis ça gagne encore quelques millisecondes. Donc je crois que sur les dernières versions de GL et DirectX, ils ont retravaillé encore sur ces buffers pour aller plus vite. Donc c'est fait pour être utilisé, quoi. Je crois qu'il n'y a pas de... Et c'est sur la carte. Ouais. Alors que sur PS4, par exemple, la mémoire est véritablement partagée entre le CPU et le GPU. C'est vraiment la même mémoire. Ouais. Donc c'est la prochaine évolution, en fait. Ça va vers la fusion, de toute façon, si je peux parler ainsi. Ouais, parce qu'il y a déjà des constructeurs qui font ça s'appelle des APU, là, un mélange d'un CPU et d'un GPU, en fait. Tu as juste un processeur qui fait le meilleur des deux mondes et donc tu pourras faire ça direct en C, tu vois, t'as plus besoin de faire la compute. Tu pourras débugger. Parce qu'il y a une question moi, qui me posait, c'est comment tu débugs tout ça, tu vois. Alors ça c'est le gros point noir. Tout ce projet s'est fait sans debug. C'est insupportable. Ça, il faut quand même dire ce qu'il y a, parce que quand c'est sur la carte, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a aucune idée. Donc je me suis fait plein d'outils pour aller lire la mémoire de la carte tout le temps, puis voir ce qu'il y a dessus, parce que quand il y a un truc qui ne marche pas, par exemple le début de ce projet c'était 2 semaines et demie ou 3 semaines d'écran noir, il n'y a rien qui s'affiche, on n'a aucune idée pourquoi, on ne peut pas débugger, donc c'est un truc qui rend fou. Et ça c'est clair qu'ils vont le corriger assez vite, il y a déjà plein d'outils pour faire du debug, et puis justement, à mon avis, comment ça va évoluer, c'est qu'il n'y a tellement plus aucune différence même de syntaxe entre la carte et puis un programme classique. Je pense qu'ils vont, je sais pas, peut-être des soft community, ils vont finalement fusionner les deux, puis il n'y aura plus qu'à mettre un tag sur une fonction, dire GPU, pas GPU, quoi. À mon avis, hein, parce que ça n'a plus aucun sens en fait de séparer les deux. C'est juste une contrainte d'avoir des fichiers séparés. Je pense qu'ils vont le... Oui, pardon, c'est pour ça que je disais que c'était un lapsus. Mais... N'empêche, c'est une contrainte d'avoir des fichiers séparés. Parce que pour l'instant, là, quand on fait un compute, il faut répéter par exemple ta structure, tu la déclares en C, il faut la redéclarer dans le compute, il faut la redéclarer dans le shader, il faut répliquer un peu les choses. Ouais, mais ça à la limite, c'est pour ça que je m'en suis sorti en mettant des... Comme c'est la même syntaxe, ils ont mis le C hein, dans les computes, donc du coup je me suis mis des includes communs, donc sur les includes communs, tu te mets les constantes, les structures et tout ça, comme si t'as pas de copier-coller. Mais sinon, oui, sur le principe, t'es censé le redéclarer à nouveau. Question. Ouais, non, pardon, je suis en train de regarder la simu, mais ça c'est par habitude, je suis en train de regarder les bugs et les problèmes. Je suis tellement habitué à faire de regarder ça, c'est tant que... Ouais, parce qu'il n'y a pas grand chose pour débugger même les anciens shaders. Hein, on avait parlé de Pix et de GPA, c'est des logiciels qui sont faits par Microsoft et Intel, mais c'est pour DirectX. Toi, en OpenGL, t'as la totale. Ouais, non, c'est vrai. Donc des fois, pour débugger, ouais, pour ceux qui programment, c'est un peu... tu peux pas mettre un breakpoint dans le compute. Enfin, déjà, pour débugger un programme parallèle, ouais, c'est dur. Et un programme hautement parallèle, c'est encore plus dur. Il y a une ou deux fonctions, je les ai carrément écrites en C, débuguées en C, après copiées dans les computes, parce que sinon tu vois pas. Non, tu vois pas une erreur d'algo que tu as fait, quoi. Surtout que le compilateur, après ça dépend. ATI, il est très agressif, Nvidia, il est très gentil, il laisse tout passer. Tu divises des vecteurs par des matrices, ça lui convient parfaitement. C'est pas très bien ce que ça peut signifier pour lui, mais enfin il le fait. Et ensuite, quand il n'y a rien qui marche, il fait rien, simplement.
Ah, t'es dit quand il y en a un qui marche, il éteint l'ordinateur ou il crache le driver graphique, donc au moins t'as un indice clair que t'as fait quelque chose de pas bien, mais Nvidia, non, il te laisse tout passer et il fait rien juste. Donc c'est très déconcertant quand t'as écrit un truc pendant des heures et tu vois rien, mais bon. Ouais, finalement, moi je m'étais fait la console où j'affiche tout ce qu'il fait tout le temps, donc alors là, quand on l'ouvre, c'est la fin du monde. Là, alors c'est plaisir. Rien que le limite, là déjà, il prend très cher. Ceux qui veulent faire des films d'espions, ils peuvent prendre ton truc là. Genre, j'ai hacké. Ah non, c'est marrant, mais là j'ai utilisé plein de fois pour sur les sites shaders. Mais là, le pire, c'est que tu peux voir, là, il compile tous les shaders dedans, donc tu vois tous ceux qu'il a pris. Là, toutes les remarques ou les warnings, ils auraient mis ici, donc tu vois tout, mais. Parce qu'à la base, effectivement, il sort même pas un message quand tu compiles un shader, ça marche pas, ok, il dit rien. C'est toi qui dois aller lire un buffer spécial où il stocke les logs, et puis sinon, OpenGL, c'est une philosophie spéciale, c'est aucune erreur, jamais. C'est agréable, hein, si t'aimes pas les messages avec des croix rouges, mais ils font confiance. Voilà. Ils te font confiance, ouais. Enfin bref, voilà donc. Ouais, le débugage. Moi j'ai une question. À part la physique, est-ce qu'on pourrait utiliser les compute shaders pour autre chose, pour l'IA ou pour l'IA, est-ce qu'on peut utiliser les compute shaders pour autre chose que la physique? Oui. Ben, après, dès qu'il y a... Ça n'a pas de sens, par exemple, si je sais pas, imaginons que tu fais, je sais pas, un jeu de stratégie, tu veux faire une intelligence artificielle. Si c'est un jeu qui se joue à 16 unités versus 8, ça ne sert à rien parce que c'est vrai qu'un processeur à 3 GHz c'est déjà tellement puissant que tu vas pouvoir faire ton truc normal. Par contre, ça permettrait de faire des IA. Je pense avec ça, tu pourrais faire des nouveaux types de jeux stratégiques qui auraient, je sais pas, 20 000 unités. Bon, c'est absurde dit comme ça, mais dans une hypothèse, tu pourrais faire des AI qui gèrent 20 000 unités parce que comme c'est beaucoup plus rapide, ben, t'augmentes d'autant. Ça, c'est parce que les maisons de modèles d'IA actuelles, ils sont super simples parce qu'ils sont basés sur justement le calcul limité du processeur. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un réseau neuronal avec apprentissage ou des choses comme ça? Ah oui, mais carrément, oui. C'est ça qui est génial, c'est que x200, tu peux raisonner vraiment différemment. Tu peux commencer à faire des apprentissages par réseau neuronal en temps réel. C'est vachement intelligent, quoi. Ah ouais. Non, mais c'est juste, hein, c'est vraiment à ce genre de choses que ça sert. Tu pourrais très bien programmer un réseau de neurones comme ça en parallèle, en plus c'est fait pour. C'est très parallélisable ce genre de truc. Et puis voir évoluer l'intelligence des unités ou les réactions de l'adversaire parce que tu as vraiment lancé des stats de partie ou bien calculé plutôt que de juste anticiper un tout petit peu en fonction de la position des unités, tu pourrais carrément anticiper des parties en parallèle. Enfin, t'es libre, tu peux programmer ça comme tu veux. C'est plus du tout réservé à un traitement précis sur la carte comme c'était avant. Avant, c'était juste effectivement traiter une texture, traiter une couleur, là c'est ce que tu veux. Donc, non, c'est pour ça que c'est très intéressant d'en parler parce que moi j'ai été un peu surpris de voir que c'était aussi souple que ça, mais donc oui, tu peux faire complètement autre chose qu'un moteur physique. Du moment où ça reste parallélisable un minimum, tu peux faire un truc. Bon, mais quasi tous les algos sont parallélisables à part. Sauf l'algo d'aller voir. Oui, mais même là, t'as vu que ça marche. Mais bon, donc même quand c'est pas parallélisable, ça fonctionne. Unity, on peut lancer Unity si tu veux, pour la caution Nug. Putain, il y a Eric qui a déjà lancé tout à l'heure, donc c'est bon. Ça, je peux le laisser présenter en fait. Je suis bien parti, non, c'est toi qui l'as fait, super. Oui, j'ai fait le Hello World. En fait, le Hello World, en computer, ça consiste à faire des particules, en fait. donc dans Unity, en fait, ça marche même dans la version pas pro, hein, donc là c'est la version pro, mais il n'y a pas besoin d'avoir la version pro du moment où on n'accepte pas les textures pour les écrire. Donc c'était lequel? C'était celui-là. Donc ça, par exemple, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, que tu as fait là. Ils m'ont envoyé l'algo par mail, donc j'en ai chié un peu pour le retaper. Mais... Donc là, c'est Mario Galaxy version. Voilà. Donc comment ça marche? Donc il y a une caméra dans la scène, parce qu'on n'a même pas trop mettre trop d'objets. Et là, en fait, cette caméra, elle a juste. Ouais. Donc là, il y a un script. Non, parce qu'en fait, il faut répondre à une callback qui est on-render. Et s'il n'y a que la caméra qui l'a produit, en fait. Il faut que tu aies un script qui soit avec une caméra. Donc tu peux faire un observer qui envoie un message à tout le monde, mais bon, là, on était dans l'urgence, tu vois. Donc là, il y a un script Unity, un monobehavior. Alors, comment on fait? On déclare notre compute shader, c'est un objet Unity, c'est même un truc public. Parce que le compute shader, dans Unity, on fait clic droit, create,
compute shader. Donc là, c'est mon num si on veut. New compute shader, c'est très bien. Donc ça nous crée un fichier un peu comme les shaders, qui est à la base pas tout à fait vide, parce qu'ils déclarent un main qui est écrit dans une texture en fait. Ils écrivent une couleur dans une texture. Donc après, nous afficher la texture si on veut. Donc ça, c'est leur compute shader par défaut. Donc là, une fois qu'on l'a créé, on peut le glisser-déposer dans l'inspecteur, comme ça on connaît le compute shader qu'on est en train d'utiliser. Là, on met des petits paramètres, le nombre max de particules qu'on veut. Et là, très important, on déclare la structure des particules, alors ce qu'il y a dans la particule. Donc là, on a juste fait la position et la vélocité, parce qu'on a besoin de rien d'autre, mais après, lui, il a par exemple dans son simulateur de volcan, il a la température, il a la fluidité, toutes sortes de choses. Donc elle peut être plus grosse. Donc après, on a des vecteurs ici. On a des warp size, puisque les computes en général ça marche bien par puissance de 2, ils aiment bien les paquets de 96, les trucs comme ça. Si on a trop, après ça leur fait faire des. Enfin, ça rentre pas pile poil dans les tuyaux, quoi. Donc là c'est juste pour dire qu'on arrondit puissance multiple de 32, le nombre de particules qu'on voudrait, et le compute buffer, c'est le tableau en gros dans lequel on va mettre les données, et puis après le compute shader va aller travailler dessus. Donc ça s'appelle compute buffer script. Donc là, dans le start, qui espèce un peu pour qu'on voit plus, on crée juste un compute buffer de taille qu'on veut, là, avec la taille d'un item d'une particule. Donc la taille de la particule, c'est 3 fois la taille de float 3 parce que c'est la position, plus 3 fois la taille d'un float parce que c'est la vitesse. Ensuite, on init les particules. Donc moi, je les ai initialisées sur le CPU, ce qui est mal. Parce que si j'ai 1 milliard de particules, il faut que le CPU il fasse une boucle d'1 milliard et il va dire, toi, ta position initiale, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc l'étape d'après de ça, ça a été de créer un compute shader, un compute qui va initialiser le tableau lui-même. Donc là, c'est vraiment une boucle CPU pour toutes les particules. On prend le tableau, on prend la position, on fait un random et ainsi de suite. Et après, à la fin, on dit particule buffer, cette data. Donc ça envoie les données à la carte. Donc ça dit, tes données initiales, c'est ça. Donc ça, on ne serait pas obligé de le faire. C'est ça, les allers-retours entre la carte et le CPU qui peuvent coûter cher. De ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas trop accéder. Et après, dans l'update, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des paramètres au compute shader. Donc là, je dis le delta time, c'est le delta time d'unity, parce que par défaut, il n'a aucune variable. Et après, on fait le fameux dispatch là d'ailleurs, je l'ai fait sur. Voilà, je l'ai fait sur X. J'ai dit tu simules sur une grille une dimension. On aurait pu faire 2 dimensions, comme tu as parlé tout à l'heure, on peut dispatcher sur plusieurs dimensions. Donc là, c'est juste sur le X, donne le nombre de particules à simuler, et puis les autres, c'est 1, 1. Et la fameuse callback à laquelle il faut répondre pour pouvoir afficher quelque chose, parce que là, on a simulé quelque chose, quand on fait un dispatch, on simule, on ne serait pas obligé de l'afficher. Après tout, on peut faire une simulation sans afficher le résultat. Et après, c'est pour ça que je me suis mis sur la caméra, parce que la caméra, elle a un callback qui s'appelle onRenderObject, où là, tu sais que c'est à toi de rendre les trucs. Et après, on fait juste un graphics draw procédural, et on passe un matériau, on lui passe une passe. Donc après, là, c'est un vertex shader et un pixel shader qui prend le relais pour afficher des choses à l'écran. Donc c'est tout ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. Et à la fin, on n'oublie pas Destroy de réaliser le particle buffer son Unity, il fait une grosse erreur. Et après, le compute shader en question, c'est celui-là. Donc lui, il ne sera pas vide, il aura des choses dedans. Donc là, on retrouve la structure qu'on avait au début, qu'on a déclarée côté CPU. Donc là, on ne peut pas trop faire d'include, parce qu'on a C# et compute, il n'y a pas trop de trucs. Le particule buffer qu'on avait du côté CPU, qui s'appelait. Il est où? Non, ça c'est le compute shader lui-même. Et le compute buffer, il est là, compute buffer. Donc ce tableau-là, voilà, c'est pas le même nom. C'est un peu. Voilà, c'est read-write structure buffer. Donc on peut aller y écrire et lire dedans. Donc c'est un tableau lecture-écriture. Là on a les fameux paramètres où il fait passer le delta time et des trucs additionnels. Et après, donc c'est le programme principal, donc c'est
ça c'est appelé pour autant de threads qui vont être exécutés, donc c'est à l'intérieur du for si on veut. Et on fait encore un autre for, là c'est le truc qui va voir chaque particule voisine. Donc ça tue un peu les perfs à la base, bon c'était juste l'exemple. Et donc en fait le main là il prend un indice au début, là. Donc on lui dit ce main là en fait est en train de traiter le thread numéro 1. Si on a 32 000, parce qu'il y a 32 000 particules, et ben, ce truc va passer de 0 à 32 000. Donc on saura où aller taper dans le tableau. Donc, on va voir dans le tableau quelle est la position, on fait un calcul et après on remet la position à la fin, ici tout en bas, en fonction du calcul qu'on a fait. Donc le calcul en question c'est d'aller voir tous les voisins, regarder la distance, et en fonction de la distance on applique une force plus ou moins forte d'attraction. Donc voilà, c'est ça Donc ça c'était le compute. Et après, pour afficher tout ça, il y a un shader. Donc le shader, il est pas très gros. Donc, ouais, je voulais mettre des quoi. Parce que là, pour l'instant, dans les simulations qu'il a montrées, on n'affichait que des points à l'écran. Et après, il y a un autre type de shader qui est un geometry shader, qui permet à partir d'un point de générer un maillage qu'on veut, en fait. Donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais généré, à partir de chaque point tu génères un quad autour de ce point là. Donc là on l'a pas utilisé sur celui-là mais sur un autre exemple peut-être que ça marcherait. Ça marche pas. Okay. Donc il y a encore des différences, ça dépend des PC. Donc voilà en gros on a, après ça c'est du shader, on va pas rentrer tout dans les détails mais on dit on positionne chaque point dans l'espace et on dessine un point. Quoi. Donc là c'est juste le dessin. Et donc ouais, comme on disait, là, on a vu sur son PC ça tournait pas tout de suite par exemple. Donc il y a encore des problèmes de version de driver ou de machin. Donc c'est encore, ça a beau être assez implanté, c'est quand même quelques temps que les computes ça existe. C'est quand même, si on veut sortir un jeu qui utilise des computes, il faut faire attention. Quoi. Il faut... Sur PS4 ça va parce qu'on aura le support des computes. Et on aura le hardware qu'il faut, donc si on teste avec le hardware ça... c'est grave. Mais si on veut sortir un jeu PC qui utilise massivement les computes et que la moitié des PC ne sont pas compatibles, c'est un peu dommage. Donc pour l'instant, par exemple, les stats de Steam stipulent que 50% des PC, donc des trucs Windows, sont compatibles DirectX 11. Donc, ça te donne une idée. Après, il faut voir s'ils vont tourner les computes. Et après, il y a l'histoire de OpenGL et de Mac et de Linux, mais... donc ça commence à être répandu, mais après c'est pour ça aussi que ça freine un peu dans les jeux. Dans la prochaine génération de jeux consoles, on risque de voir beaucoup d'effets de particules, de machin, de trucs. Genre Killer Instinct sur Xbox One, tu tapes, il y a des particules partout parce qu'ils ont découvert le truc, ils ont dit ouais, des particules. Donc voilà, et après ils font peut-être des simulations comme tu fais, donc peut-être sur console, je pense que c'est la console qui va plutôt démocratiser ce genre de pratique que le PC. Après, c'est vrai que je pense qu'il va arriver, ils vont vouloir l'utiliser, mais à mon avis, ça va être une option parce que c'est vrai que gérer tout un jeu avec ça, c'est un gros risque parce que ça limite à fond les machines. Par contre, d'aller mettre des options pour dire fois 10 000 sur le nombre de particules pour faire joli, ça coûte rien. Par contre, ça ne tue pas le gameplay, donc ça change pas le gameplay d'avoir beaucoup plus d'effets visuels, donc ils vont peut-être l'utiliser pour ça. Mais c'est vrai que si c'est un jeu qui est fondamentalement basé sur la physique et qui décide d'utiliser ça, ben ça sera un peu comme quand Crysis est sorti, quoi. Ça tournera sur aucune machine. Non, c'était lequel? C'était Outcast qui sortait sur aucune machine. Mais voilà. C'est pas grave, je l'utilise quand même. Ouais. Donc ouais, on vous enverra l'exemple et puis les slides de François là, pour ceux qui veulent relire à tête reposée. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. S'il y a des questions sur... D'ailleurs, Unity, il faut l'activer en mode DirectX 11, sinon ça ne marche pas. Donc pour l'activer, c'est assez caché, il faut aller dans les Project Settings, Player Settings, donc le truc qui est super logique. Et là, il faut les cocher, les use, DirectX 11, use, DirectX 11. Sur autre chose que Windows, c'est marrant. Donc pour l'instant, ils n'ont pas implémenté sous... la version OpenGL n'est pas implémentée pour Unity, donc sous Mac et sous Linux, c'est mort. Et sous OpenGL, sous Windows, c'est mort. C'est parce qu'ils ont un render. Unity peut rendre en OpenGL aussi sur Windows. Bref, faut en vouloir. Donc pour l'instant, c'est que Windows pour Unity. Toi, tu es compatible partout où tu veux OpenGL, quoi. Ouais, donc ça marche sur Unity. Voilà, après, il y a le problème des cartes constructeurs AMD ATI, ils ont beaucoup de mal à implémenter les normes qu'ils font eux-mêmes.
c'est un autre problème. Donc voilà, ouais. Donc pour ceux qui veulent faire des particules pour essayer, on vous enverra le sample, puis si ça tourne sur votre machine, c'est cool, sinon, bah tant pis. Faudra attendre. Donc voilà, s'il y a des questions sur ça, je pense que tu as été assez clair. Donc voilà, donc ça conclut le MUG 3. Donc le prochain, ce sera le 13 mars. Donc ce sera beaucoup plus calme, on va dire, en termes de violence technique. Donc, ce sera surtout des retours et des présentations de jeux. Donc il y aura un jeu Unity iOS avec SwapSwap, il y aura 94 degrés, donc il y a un jeu iOS Android qui n'est pas fait avec Unity mais qui est un free-to-play. C'est toujours intéressant de voir comment les gens s'en sortent avec du free-to-play. Et il y aura aussi le FPS littéraire fait avec Unity. Donc voilà, venez le 13 mars, je vous renverrai des mails. Voilà, merci de votre présence et puis bonne soirée.